merci de nous dire de parler de ce qui va venir. Oui, nous avons des projets. Nous avons des projets parce que pour aplanir la difficulté épineuse de l'islam dans notre pays, on ne peut pas rester uniquement dans la parole. Il faut de l'action. L'action est précédée par une réflexion et tant mieux, et nous la tenons, nous l'élaborons, nous la conceptualisons, etc. Mais maintenant, il faut agir. Et la dotation promise par le président de la République nous le permettra. J'aime toujours préciser très vite que la vocation de la Fondation de l'Islam de France n'est pas de vivre indéfiniment sur les deniers publics. C'est curieux, je devrais me taire, mais je ne me tais pas, je le dis. Simplement, nous avons besoin de vaincre l'inertie de départ, notamment sur des missions régaliennes de l'État, et la Fondation de l'Islam de France est délégataire sur ces missions-là pour accomplir ces actions, pour effectuer tout ce travail dans le champ éducatif, culturel, social, et pour vaincre cette inertie de départ. Et nous sommes reconnus d'utilité publique, nous œuvrons pour cela. Donc, sous ce préambule, c'est pour dire que nous savons gré au président de la République de nous donner cette enveloppe, cette dotation, cette somme pour nous accomplir. Alors, dans le champ, pour effectuer tout ce qui est le cœur de notre métier, c'est poursuivre en consolidant la formation des imams, des aumôniers, des prédicateurs, des acteurs religieux, des ministres du culte, des psalmodieurs aussi, pour la partie profane. Alors, je me tais un peu parce que je crois qu'il y a un certain décalage au niveau du son, mais en tout cas pour la partie civique, profane, laïque, républicaine. Et c'est cette formation-là qui est au cœur de notre métier que nous devons poursuivre. Nous ne sommes pas peu fiers d'avoir formé 150 ministres du culte islamique, mais quand je vois qu'il y a au moins 2623 mosquées, à supposer qu'il y ait un seul imam par mosquée, vous voyez bien l'importance de l'effort qu'il y a lieu de mener. Or, certaines mosquées n'ont pas qu'un seul imam. Donc, le fait de généraliser cette formation profane, laïque, civique, civile est de la plus haute importance. Il est bon que nos imams maîtrisent le droit des cultes, qu'ils aient une bonne connaissance du fonctionnement des institutions, qu'ils arrivent à ingérer, à intégrer l'importance de la laïcité. La laïcité n'est pas un principe pourvoyeur de l'athéisme comme certains veulent bien le faire savoir. J'ai entendu un imam il y a longtemps, heureusement, et j'espère qu'il s'est rendu compte, pardonnez-moi le terme, de sa bévue, qui à la Sorbonne, à l'amphithéâtre Richelieu, devant 600 personnes, venir pérorer sur l'importance de désintriquer la politique avec la religion et qu'il n'y a pas de profane et de sacré qu'on peut désintriquer, que tout est mêlé dans tout, que tout est sacré. Or, ces billevesées, ces vadaises, ces idioties, et pardonnez-moi le terme, n'ont aucun fondement. Cela ne résiste pas ni à l'histoire contemporaine, ni à l'approche philosophique, intellectuelle, théologico-historique, même à travers l'histoire. L'histoire de la civilisation islamique, j'entends, et aussi déculpabiliser ses consciences quand on sait l'importance de la connaissance sur ce qui nous a amené à ce principe qu'on appelle le principe de laïcité.
et j'insiste sur le mot principe. Aussi la culture pour les imams. Il faut bien qu'ils aient une connaissance, une appropriation de la culture de leur pays, ils n'en ont pas d'autre. Non seulement les beaux vitraux des belles cathédrales, de ces édifices architecturaux, mais aussi la toponymie des lieux, l'histoire de la France, le patrimoine culturel de la France, c'est aussi important. Et dernier point, l'histoire de leur pays. La France vient du fond des âges. Tiens, je prends un accent gaulien maintenant. Elle vient du fond des âges. Son identité, l'identité de la France, vous ne m'entendrez jamais dire identité nationale, je dirais toujours l'identité de la France, repose sur une roche-mère chrétienne, et nous en sommes ravis, et elle a été consolidée par d'autres apports, l'apports juif, les familles Ibn Tibbon, Rachi, 1040-1105 de mémoire, le rabbin de Troyes, les autres Nissim de Marseille, Moshe Narboni, etc. Et puis l'apport aussi islamique, aussi étonnant que ça puisse l'être. Voilà pourquoi nous formons nos imams. Il y a notre campus numérique, notre université digitale, cette fois-ci non pas itinérante au sens où nous l'animons aujourd'hui, mais qui a comme ambition d'être le premier site de référence francophone pour tout ce qui concerne la question islamique. Nous avons jusqu'à présent réalisé 200 vidéos d'une grande importance. J'ai la faiblesse de le dire, une grande importance de portée islamologique, mais aussi artistique, culturelle, littéraire, architecturale de la civilisation islamique. Il faut en finir avec le cher Google 2.0 qui vient décréter des fatwas à des jeunes gens paumés, qui viennent s'abreuver à la source d'Internet pour ce qui concerne l'islam, et ils ne trouvent que des horreurs en réalité. Alors que ce que nous essayons de faire, son prétention et son dogmatisme, c'est de laisser place à la connaissance et la possibilité de réfléchir par soi-même, de penser par soi-même. C'est pour ça que la devise de notre campus est Sapere Aude. Ose penser par toi-même. Tiens, nous revenons à Kant encore une fois. Et donc cette université digitale est importante. Elle nécessite des moyens, bien entendu. J'en sais gré à tous les islamologues qui ont voulu venir nous aider. Et on ne peut pas continuer à l'animer comme ça, elle nécessite des moyens. Il y a, bien entendu, le projet d'une web TV. Nous sommes pour parler avec ceux qui peuvent l'animer. Il y a le partenariat avec des radios dites communautaires. Pas communautaristes, quoique le mot maintenant on ne l'utilise de moins en moins, parce qu'il a été supplanté par séparatisme. Donc, et nous ne reconnaissons bien entendu qu'une seule communauté nationale d'un destin commun, qui est la communauté nationale, bien sûr, au sein de laquelle il y a des composantes. Donc, ce partenariat avec des radios communautaires doit être consolidé. Je ne dis pas lesquelles délibérément maintenant, on a 2 ou 3 comme ça. C'est important pour relayer l'action de la Fondation. Il y a l'école de musique l'Alhambra en Saint-Denis, c'est de la musique andalouse. Je dis toujours, peut-être que je me trompe, mais je le dis. C'est ma croyance, c'est par amitié pour vous, je la dis en toute transparence. Nous ne pouvons pas nous attendre à quelque chose de bien de quelqu'un qui n'est pas sensible à la musique. Or, la musique arabo-andalouse, certains nous disent que c'est l'ancêtre du flamenco. Pourquoi pas? Mais en tout cas, à sa noblesse, à son importance. C'est un véritable art
et nous voulons participer, contribuer donc à l'édification de cette école de musique arabo-andalouse. Il y a bien entendu la recherche scientifique, la recherche des études islamologiques, parce qu'il faut que le discours sur l'islam soit un discours rationnel, intelligent, élevé, et de grâce qu'on ne ramène pas la civilisation islamique à une affaire de certificat de virginité qui n'a rien à voir avec la tradition religieuse islamique. Même dans sa version standard la plus drastique, ce sont des anomalies de coutumes qui sont venues gangréner l'esprit de certaines familles dites maghrébines ou subsahariennes, mais avant tout ce sont plutôt des citoyennes, des familles de citoyens ou de résidents en France. Voilà nos projets. Bien sûr que sur le plan culturel, nous avons toujours notre exposition quasi universelle d'Islam et l'Europe, 15 siècles d'histoire. Il y a aussi les différentes expositions régionales. Leur nombre a été ramené de 30 à 20. Nous pouvons comprendre aussi que nous ne pouvons pas tout faire et dans un premier temps. Bien, une vingtaine d'expositions régionales sur le fait islamique. C'est bien d'aller dans les territoires, c'est bien d'aller dans les régions, montrer la richesse et l'imprégnance, la forte prégnance de la civilisation islamique, comme on dit d'une manière générale, en Europe et surtout en France. Et le fait de prendre des collections privées, des familles, mais aussi des collections, des pièces de collection du 8e département du Louvre, les arts de l'islam, et les exposer. Et nous irons accompagner ces expositions par des éditions de l'Université populaire itinérante, mais aussi des conférences, débats sur la civilisation islamique et sur les objets exposés, sur les pièces elles-mêmes. C'est aussi une importance pour apaiser les tensions entre l'élément islamique et la France, que d'aucuns, y compris une responsable d'un parti politique, qui pense que l'élément est un élément invasif, incongru, étranger à la nation. Eh bien, par cette série d'expositions régionales, mais aussi la nationale, intitulée L'Islam et l'Europe, 15 siècles d'histoire, qui est de portée politique, ça nous devons le faire, et bien entendu ça nécessite beaucoup de moyens. Il y a des actions sociales à mener, je ne les dévoile pas maintenant. Nous attendons la concrétisation de tout cela et nous sommes prêts à le faire, nous sommes dévoués pour le faire. Nous n'avons d'autre rétribution ou d'autre ambition que de les réaliser et la satisfaction de les voir réalisés. Je ne cesse de parler d'un sacerdoce laïque, certes, mais c'est un sacerdoce. C'est là, Michael travaille un dimanche. C'est de la dévotion, c'est du dévouement aussi, enfin, dévotion pour la cause nationale. Et que n'ai-je pas entendu lorsque j'ai dit que la lutte contre le séparatisme, contre le salafisme, contre le wahhabisme concerne les musulmans, certes, mais c'est aussi une cause nationale. Que n'ai-je pas entendu? Bien, donc voilà. Alors, l'Institut, Emmanuel Macron l'a appelé l'Institut scientifique. Nous parlions, et on verra le titre exact, d'un institut académique d'islamologie savante, parce que l'islamologie doit recouvrer ses lettres de noblesse. L'islamologie comme une discipline scientifique doit être une discipline de prestige. Le lieu, c'est pas pour, encore une fois, pâtir ou souffrir du parisianisme, nous le voyons à Paris ou en région parisienne, en tout cas, il y a des pourparlers avancés avec l'IESR, l'Institut européen des sciences des religions,
présidé par notre ami Didier Lesky, membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France, et notre ami, dont le directeur général est Philippe Gaudin, un autre ami et un autre membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. Il y a aussi notre amie Isabelle Saint-Martin, une femme d'intelligence et de compétence sur les questions religieuses. Nous sommes aussi en pourparlers avec l'École pratique des hautes études. Dans notre esprit, il ne s'agit pas d'un énième laboratoire du CNRS, c'est une spécificité sous l'égide de la Fondation de l'Islam de France et avec une approche hybride, une partie confessante qui forme les imams. Très bien, vaste programme. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Nous tenterons d'y répondre le mieux possible. Un programme riche. Nous sommes déjà dans la programmation 2021, parce que nous sommes dans une université populaire itinérante, et c'est, il me semble, l'une des ambitions de la Fondation de l'Islam de France d'aller sur le terrain et de créer des espaces de dialogue et d'échange avec le public, avec les citoyens, entre citoyens. On a la formation des imams que vous accompagnez dans la partie profane, on va dire dans la partie non religieuse, c'est-à-dire dans l'enseignement des principes de la République, de la laïcité, de la liberté, de l'égalité. Et des projets qui sont en construction, donc notamment j'ai noté la Web TV, qui aurait pour objectif, dans une construction multipartite, de contrecarrer les discours wahhabo-salafistes. On a un programme dont vous venez de nous parler, d'exposition à travers le territoire, en partenariat, si je me souviens bien, avec les Arts de l'Islam du Louvre, qui devrait arriver l'année prochaine. C'est un vaste programme que vous avez là. Est-ce que la Fondation peut incarner tous ces projets et les porter, on va dire, jusqu'à leur aboutissement? Oui, sa volonté est réelle. Sa volonté ne souffre aucune tergiversation, au contraire. Parce qu'on a beau parler du contre-discours, et je puis vous assurer, sans vouloir prétendre que nous travaillons et d'autres ne font rien, je ne suis pas dans cette logique et je préfère le dire d'emblée. Malheureusement, on pourra me faire ce procès, mais la réalité est là. Nous élaborons un contre-discours. Nous le mettons en avant et nous voulons trouver les canaux de sa diffusion. Il ne s'agit pas de pérorer contre-discours, tel un cabri. Il ne s'agit pas de dire Europe, tel un cabri, je paraphrase donc la formule. Il ne s'agit pas uniquement de dire le contre-discours. Il faut l'élaborer, le composer, le consolider, le fructifier. Je le vois pour ma part, mais pas seul, avec tous les amis de la Fondation de l'Islam de France et tous les islamologues qui viennent nous voir, tous les intellectuels, mais pas uniquement. Je le vois comme une approche à la fois hybride de la version standard de la tradition religieuse islamique. Nous ne pourrons jamais le faire contre les musulmans eux-mêmes et contre leur propre patrimoine, sauf que c'est un patrimoine épuré, assaini de ces germes d'intolérance, de ces scories d'épouvante et
et d'extrémisme, de dogmatisme, de fanatisme, et donc revenir aussi aux humanités, à l'humanisme d'expression arabe au contexte islamique, c'est de la plus haute importance de le réactualiser et le marier avec les lumières européennes, avec le respect de la dignité humaine, le respect de l'intégrité physique et morale. Je ne cesse de dire à tous mes interlocuteurs musulmans, arabo-musulmans, ceux qui parlent arabe ou d'autres, que pour nous, le respect de l'intégrité physique et morale de la personne humaine, le souci de l'homme, la préoccupation de la personne humaine est non négociable. Les châtiments corporels, les exécutions publiques, les peines capitales, les châtiments suprêmes, comme on dit, nous les exécrons, nous les abhorrons, c'est une marque d'archaïsme. Et bien entendu, a fortiori, tout le discours qui, soi-disant, sanctifie la guerre, le travail de la désacralisation de la violence, nous le menons. Et donc ce travail, ce contre-discours, nous l'avons élaboré, nous l'élaborons. Et d'ailleurs, un des efforts considérables de la Fondation, c'est de payer les traducteurs qui nous traduisent les œuvres de penseurs musulmans non francophones et dont l'œuvre n'est pas encore accessible en français. Ça demande un effort. Nous sommes en train de le faire pour Mohamed Chahrour, le regretté Mohamed Chahrour qui nous a quittés l'année dernière. Et déjà en 2019, comme on est en 2021, mais en tout cas, il y a plusieurs mois de cela. C'est ce travail que nous menons. Maintenant, le fait de continuer, et donc les canaux de diffusion sont bien sûr cette web TV, ces radios dites communautaires, notre campus numérique, notre université populaire itinérante en présentiel, maintenant on utilise le mot, en tout cas physique. Nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes allés de ville en ville, de quartier en quartier. Nous avons adapté notre vocabulaire. Nous avons parlé à la jeunesse et nous lui parlons. Nous lui parlons avec bienveillance mais sans complaisance. Nous avons le respect de la conscience de quiconque, y compris de nos propres contradicteurs. Mais nous sommes aussi pour le débat avec ces jeunes gens. Je me rappelle de l'édition de Mantes-la-Jolie, où il y avait un débat intra-islamique entre une jeune demoiselle et un jeune homme, et aussi étonnant que ça puisse l'être, parce que d'habitude c'était les jeunes filles qui étaient, si je puis dire, pour faire simple, dans la modernité et dans les approches républicaines. Là c'était plutôt l'inverse. Donc c'était le garçon qui était pour l'adhésion à la patrie et à la République et à ses valeurs républicaines et à ses principes républicains et à la loi de la République. Et elle était dans une, pardon, j'utilise le terme, mais dans une approche chimérique d'une identité exclusivement et uniquement religieuse, une sorte d'identité supranationale qui est pour elle, en tout cas, l'identité islamique. Ce débat est important. Le fait que nous le menions comme des catalyseurs, comme des facilitateurs, c'est aussi important. J'ai la faiblesse de croire que nous cueillerons les fruits de ce que nous sommes en train de semer. Malheureusement, le coronavirus, cette pandémie, la crise sanitaire ont stoppé la dynamique de la présence sur le terrain de l'université populaire itinérante, notre UPI. Nous pallions ce problème aujourd'hui par les moyens technologiques, mais nous continuons à le faire.